Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition et le PPS, dans l'opposition, a les moyens de faire, plier ce gouvernement? La famille politique de PPS, Oui. on n'a peur de personne. Nous sommes dans notre rôle. De l'argent fou devant les caméras pour mettre en scène une pièce théâtrale qui ne reflète pas de la réalité. Je suis vraiment désolée. Que depuis l'investiture de ce gouvernement, nous avons vécu des scandales, nous avons vécu des jalons qui sont soldés par un échec total, dont notamment le chômage, dont notamment le conflit On va revenir d'ailleurs. Mais il y a une nouvelle stratégie emploi qui a été annoncée, Oui. 15 milliards de dirhams qui a été mobilisé. Sharafat Affila, est-ce que vous dites, est-ce qu'il faut laisser la chance à cette stratégie de se déployer avant de définitivement la condamner? Est-ce le gouvernement aura suffisamment le temps pour atteindre cette promesse, ou pour tenir cette promesse-là? Donc, l'un des secteurs où le gouvernement vraiment a marqué un échec total, c'est le secteur de l'emploi. Bienvenue, Sharafat Affila. Merci Rachid pour l'invitation. Je suis ravie encore une fois de participer à cette émission. Merci en tout cas à vous une fois de plus d'avoir accepté spontanément l'invitation au débat de l'émission 7e Sens, une émission de débat censée donner du sens au sens. Je rappelle, Sharafat Affila, que vous avez été ministre délégué en charge de l'eau, que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme, et que vous êtes experte en gestion de l'eau. Et d'ailleurs, vous participez régulièrement à des conférences, à la fois au niveau national et au niveau international. Absolument. Mais là, j'ai envie de vous dire, vous êtes plutôt avec le costume de membre du bureau politique du PPS. Oui, tout à fait, avec une casquette politique. Casquette politique sur un sujet éminemment politique pour cette émission 7e Sens. Gouvernement, parti d'opposition dont on fait partie, le PPS. Est-ce que l'opposition a les moyens de s'opposer à cette majorité? Et cette majorité gouvernementale, parce qu'on va revenir sur plein de sujets qui sont sous tension politique, l'octroi de licence d'importation, une motion de censure qui est dans l'air du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition et le PPS, dans l'opposition, a les moyens de faire, plier ce gouvernement, faire reculer ce gouvernement? Écoute, il n'a pas uniquement les moyens sont un peu réducteurs par rapport au rôle constitutionnel. Et il a des prérogatives constitutionnelles qui sont dictées et stipulées par la Constitution, qui est la loi la plus suprême de la nation. Donc, pourquoi ne pas exercer et déployer ces dispositions constitutionnelles qui est la motion de censure? Donc, c'est un exercice démocratique, il ne faut pas avoir peur de cet exercice. Donc, le rôle de l'opposition, c'est un rôle qui est constitutionnel, il est stipulé par la Constitution. Il va exercer ou mettre en œuvre une disposition qui est tout à fait normale, qui est la motion de censure. Et bien entendu, il y a des arguments ou des causes ou des raisons derrière ce choix-là. Donc, en tout cas, la motion de censure total de gouvernement ou l'échec total de gouvernement, alors qu'on est à une année des échéances électorales. Toutes les promesses se sont soldées par échec, voire même ont disparu. Donc pourquoi ne pas aller vers pratiquer ces dispositions qui est la motion de censure? Ce qui est acté par les partis d'opposition, les principaux partis, c'est-à-dire l'USFP, le Mouvement Populaire et le PPS. Vous avez été rejoint d'ailleurs, on le sait officiellement depuis hier, par le PJD. Nous nous réjouissons d'abord de cette coalition. Pour la première fois, je pense que l'opposition se réunit. Certains vous diraient c'est la première fois qu'ils sont unis, les partis d'opposition. Ils sont unis sur le plan, sur la forme, mais oui. sur le fond, il y avait pas mal de positions où l'opposition a pris d'une manière pas collective, mais d'une manière unilatérale, voire même bilatérale entre le CFP et les trois autres positions. Mais je pense qu'il faut pas dramatiser la situation. C'est une pratique constitutionnelle, politique, démocratique, que l'opposition a vu qu'il est opportun de. Mais est-ce que c'est un défi politique aujourd'hui lancé par le PPS et l'opposition à la majorité gouvernementale? Non, nous savons déjà que la majorité, que cette pratique ne va pas aller au-delà d'ouvrir un débat politique et une sorte de confrontation politique, parce que le gouvernement possède une majorité qui est très à l'aise, ne va pas vraiment aspérer ou avoir de l'ambition d'aller vers la majorité absolue, mais quand même, elle va animer un débat, elle va ouvrir un débat, elle va susciter l'intérêt de citoyens pour faire la part des choses, pour faire une sorte d'évaluation du bilan gouvernemental. Donc, c'est quoi bilan gouvernemental? La motion de censure, ou c'est surtout et axé sur pour jeter la lumière en tout cas, et toute la transparence sur les licences d'importation de ovins et de bovins et d'y voir beaucoup plus clair, parce que certains considèrent qu'effectivement
il y a eu cette demande faite par l'opposition d'une commission parlementaire qui doit être créée et mise en place. Le gouvernement, à l'époque, quelques jours après d'ailleurs, lui a répondu en disant, nous, on va créer une mission exploratoire. Est venue ensuite la proposition de l'opposition de partir sur une motion de censure. Et a priori, aujourd'hui, c'est s'il n'y a pas de commission parlementaire, il y aura une motion de censure. Par contre, s'il y a une commission parlementaire qui est créée, il n'y aura pas de motion de censure. Est-ce que vous confirmez le fait qu'on est dans cette séquence-là? Pour ma lecture personnelle, je ne pense pas que c'est la cause principale qui est ce scandale de l'importation des ovins et de bovins, mais c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, nous avons vécu avec ce gouvernement un processus d'échec qui s'est soldé depuis l'investissement de ce gouvernement. Tous les jalons se sont marqués par un échec total, notamment, d'ailleurs, tous les chiffres qu'on va peut-être par la suite discuter, tous les chiffres sont beaucoup plus parlants, sont percutants par rapport à... sont contestés par la majorité gouvernementale et surtout par le RNI, qui est encore lors de meetings partisans à Dakhla ce week-end. Nous sommes le gouvernement des réalisations. Je ne crois pas vraiment au meeting spectaculaire. On déploie de l'argent fou devant les caméras pour mettre en scène une pièce théâtrale qui ne reflète pas de la réalité. Je suis vraiment désolée. C'est pas ça c'est pas ça de la politique qu'on a pratiquée depuis des décennies et depuis qu'on était jeune. Il ne suffit pas vraiment de déployer de l'argent fou, des montants colossaux pour faire venir les gens, pour même les moyens publics, dont notamment les voitures des collectivités territoriales, etc. Et pour prononcer un discours qui ne reflète pas la réalité, qui est un discours voire même surréaliste. Donc ça, c'est autre chose. Mais moi, je parle cause à l'appui, aux preuves à l'appui, que depuis l'investiture de ce gouvernement, nous avons vécu des scandales, nous avons vécu des jalons qui sont soldés par un échec total, dont notamment le chômage, dont notamment le conflit d'intérêts, dont notamment l'inflation, dont notamment l'atteinte de pouvoir d'achat, qui justifie d'une manière très claire et d'une manière percutante le recours à cette pratique qui est la motion de censure par l'opposition. Donc la motion de censure, est-ce que ça veut dire que les partis d'opposition... Et le scandale de l'importation, d'ailleurs le scandale de l'importation que vous avez suscité, pourquoi le gouvernement a peur de recourir à une mission d'enquête? Pourquoi? Si le gouvernement, et en tout cas la majorité gouvernementale il n'a rien à cacher. Accepte ou valide l'idée. Toutes les choses se sont déroulées dans la transparence, l'équité, les règles de l'art. Pourquoi avoir peur et donner pas son accord et permettre aux partis de l'opposition de constituer une mission d'enquête? Si demain il y a la mise en place d'une commission parlementaire pour justement faire toute la lumière sur cette affaire, enfin en tout cas ces licences d'importation qui ont été distribuées sur les 2 dernières années pour l'importation de ovins de bovins, s'il y a une commission parlementaire, est-ce que du coup il n'y aura pas de motion de censure? Non, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Faire le distinguo. Pour ma lecture personnelle, ce sont deux choses ce sont deux pratiques ou dispositions constitutionnelles. L'une est dictée par la Constitution et l'autre dictée par le règlement intérieur de la Chambre des représentants. Et le gouvernement et l'opposition a le droit de pratiquer et de mettre en œuvre ces dispositions. Je pense que ce sont deux choses. Il n'y a pas de lien entre, selon vous? Je ne pense pas. Moi, je suis pas parlementaire, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment. Parce que là, il y a un report d'une semaine avant de prendre la décision définitive sur la motion de censure. En termes de timing, on peut différer les deux choses, ou les deux pratiques, mais en termes de justification des arguments, il y a tous les arguments qui sont beaucoup plus parlants pour recourir à la motion de censure. En tout cas, c'est le parti PJD qui a annoncé hier, Parti Justice et Développement, son soutien ou son alliance, en tout cas, le fait qu'ils soutiennent une motion de censure. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Moi, c'est une nouvelle. On se réjouit comme quoi la première fois que l'opposition se réunit autour d'une pratique constitutionnelle et démocratique, ils se sont mis d'accord pour le recours à cette pratique. C'est un signe très, très positif. Nous avons aujourd'hui nous-mêmes, le PPS, la réunion de BP, certainement on va aborder et on va débattre, on va discuter ce sujet, mais je pense déjà que c'est un signal qui est Est-ce que vous n'avez pas peur d'être attaqué, l'opposition et le PPS, peut-être le PPS en particulier, parce que de par l'histoire, l'alliance avec le PJD, voilà, pourquoi? C'est-à-dire que parallèlement, la dernière sortie publique, pas médiatique, de Abdelila Benkiran, vous avez vu qu'il a fait beaucoup de bruit. Il insulte les Marocains, il traite de moustiques un petit peu tout le monde, Est-ce que du coup vous n'avez pas peur d'être un peu affaibli ou en tout cas d'être pris pour cible
du fait que le PJD regagne et rejoigne les partis d'opposition pour la motion de censure? Je pense que tu connais le PPS, la famille politique de PPS. Oui. On n'a peur de personne. Nous sommes dans notre rôle. Nous sommes dans l'opposition. Nous voyons la moitié du verre vide. Nous sommes dans notre rôle. D'ailleurs, notre discours diffère. Je suis vraiment désolée de le dire avec tout le respect que je dois pour M. Benkiran, mais notre discours, ce n'est pas le discours de Benkiran. Ça, vous cautionnez pas tout ce qu'a dit Abdellah Benkiran, parce qu'il a été très attaqué. On défend, on plaidoie peut-être les mêmes causes, mais nous avons un discours qui est propre au PPS. Jamais voir le secrétaire général de PPS ou un autre dirigeant de PPS prononce un discours d'insulte ou un discours qui n'est pas approprié d'un discours politique. Maintenant, Benkiran, il a son discours et tout le monde le connaît. Donc, avoir peur, je ne pense pas que le PPS, quelque chose va le faire peur. Nous n'avions pas peur pendant des années de plomb. Pourquoi avoir peur maintenant aux dispositions, la Constitution? Donc en fait, vous dites clairement, nous, le discours et la position du PPS, c'est pas celle d'Abdellah Benkiran. Non, bien sûr que c'est pas la même chose. Donc nous avons Vous avez été surpris par ce qu'il a dit, par ses déclarations? J'ai suivi. Je ne suis pas d'accord sur le choix de certains termes. Il aurait pu choisir autre chose par rapport aux termes utilisés. Et moi, je dis toujours qu'il faut respecter la différence. Il faut respecter les avis de certains des gens. Il faut laisser les gens s'exprimer à leur façon, même si on n'est pas d'accord avec eux sur certains principes et sur certaines causes peut-être qui sont de principe, comme la cause palestinienne. Mais il faut quand même promouvoir et choisir un discours qui est sobre et digne de la classe politique marocaine. Ça, c'est mon avis. C'est votre avis, c'est aussi peut-être l'avis aussi du parti, du PPS. Donc du coup, vous n'êtes pas solidaire. Il y a pas de. Mais on a débattu entre nous. C'est pas un sujet qui intéresse le parti d'une manière générale. Mais donc quand tout ça, motion de censure, donc l'opposition a fait ses données un délai d'une semaine pour prendre une position définitive sur la mise en place de cette motion de censure, de rassembler aussi le 5e des signatures aussi pour pouvoir effectivement déclencher cette motion de censure. Oui, et en même temps, ça n'a rien à voir avec le fait qu'une commission parlementaire soit créée ou pas. À ma lecture personnelle, c'est deux choses qui sont c'est pas conditionné selon vous. L'exécutif aussi, vous avez fait référence à l'emploi tout à l'heure en disant voilà, cette motion de censure, elle est motivée pas que par l'histoire des licences d'importation de ovins, de bovins, mais c'est par l'échec, selon vous, le terme que vous avez employé, de politique publique. On a vu hier le HCP qui a annoncé publiquement que le chômage a légèrement reculé, mais bon, il a augmenté de 2%, 1,8, me semble-t-il, pour les 15-24 ans. Donc on voit bien que la jeunesse, par contre, elle, en matière de chômage, notamment les diplômés, ça continue d'augmenter. Mais il y a une nouvelle stratégie emploi qui a été annoncée, 15 milliards de dirhams qui a été mobilisé. Sharafat Afila, est-ce que vous dites, voilà, est-ce qu'il faut laisser la chance à cette stratégie de se déployer avant de définitivement la condamner? Tout d'abord, au moment où le gouvernement a prononcé son programme gouvernemental, il a émis comme promesse de créer 1 million d'emplois. À l'horizon 2026, c'est-à-dire 250 000 emplois par an. Nous sommes à peu près à une année des élections. Je pose la question d'une manière un peu brutale comme ça. Est-ce le gouvernement aura suffisamment le temps pour atteindre cette promesse ou pour tenir cette promesse-là? Donc, l'un des secteurs où le gouvernement vraiment a marqué un échec total, c'est le secteur de l'emploi. Parce qu'il a fait une promesse en 2021 Ce n'est pas uniquement on n'a jamais atteint ce seuil de chômage. Pendant même les gouvernements précédents, il y avait des bas et des hauts, mais nous n'avions jamais atteint ce taux de chômage qui est pratiquement maintenant, il a été à 13,7. Il est à 13,3 depuis maintenant hier. 13,3, une légère baisse quand même qui est saluable. Mais je pense que le gouvernement, ce n'est pas uniquement la question du ministre Sekouri qui déploie des efforts quand même importants pour apporter des solutions à ce fléau, mais tout le gouvernement lui-même est maintenant interpellé par ce fléau-là ou par ce problème 15 milliards de dirhams de mobiliser. 15 milliards de dirhams. Est-ce que c'est, quand on dit voilà... Je me pose la question, quel est le sort des chantiers qui ont été lancés effectivement pour résorber le chômage, notamment Aouraj, Força, d'autres chantiers qui ont été lancés uniquement pour résorber le chômage.
ou également des fonds ont été mobilisés. Quelle est l'évaluation ou l'apport de ce chantier-là par rapport à l'abaissement du taux de chômage? Donc vous dites quoi par rapport à cette stratégie emploi? Vous Maintenant, dites 15 milliards, j'ai lu les grandes lignes de ce programme. Je ne peux que espérer le mieux pour nos jeunes. Mais maintenant, je me pose la question, est-ce que vraiment ce programme aura la capacité, même malgré les efforts du ministre Sekouri, il aura effectivement les capacités et les moyens pour répondre C'est-à-dire que l'annonce qui a à été la faite, problématique c'est de créer 350 000 emplois d'ici 2026. Ça, c'est l'objectif, et 1,4 million d'emplois à l'horizon 2030, en mobilisant 15 milliards de dirhams, en tout cas pour l'année 2025. C'est de l'argent public. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, nous avons fait une sortie sur le marché de la dette internationaux. Et donc, c'est 20 milliards de dirhams d'endettement supplémentaire. On se dit, voilà, aujourd'hui, c'est 15 milliards de dirhams d'argent public qui est mobilisé pour soutenir une nouvelle politique d'insertion professionnelle. C'est de l'argent public aussi. Est-ce qu'on doit se dire, voilà, quand on est dans l'opposition, demander vraiment des comptes d'ores et déjà, et de faire, et de mettre la pression politique sur ce gouvernement quant à l'utilisation de l'argent public comme soutien à l'emploi, à la formation et à l'insertion. Le problème, c'est qu'on vise, d'après ma lecture, je ne suis pas vraiment spécialiste de l'emploi, mais je ne suis pas économiste non plus, mais d'après ma lecture personnelle, on vise sur les mêmes pistes. Ça veut dire on investit dans les mêmes pistes. C'est la PME, la TPME, l'auto-emploi et également la formation. Mais 12 milliards ventilés au niveau de la nouvelle charte d'investissement, c'est-à-dire soutenir l'emploi via l'investissement. Alors quand on fait une lecture un peu d'une manière un peu naïve des projets qui ont été adoptés par la commission d'investissement. Si on voit chaque projet en termes d'efficacité, en termes de création d'emplois, il faut pour chaque projet 60 millions de dirhams pour créer un seul emploi. Et surtout que maintenant les investissements vont s'orienter beaucoup plus vers l'optimisation, la robotique, la nouvelle technologie, la robotique, l'intelligence artificielle, et que tous ces créneaux-là, ces avancées technologiques ne sont pas pourvoyeurs de l'emploi. Alors, autre chose qu'il faut aussi souligner, les pertes d'emploi sont beaucoup plus dans le milieu rural. Quelle est la part du rural, le territoire du rural dans ce programme également? Quand vous dites le rural, parce que les pertes d'emploi, c'est le secteur agricole, c'est le secteur agricole ou c'est le rural en tant que le secteur agricole oui, avec tout son écosystème, mais principalement les pertes d'emploi qui sont liées au secteur agricole justement. Oui, et ça me permet, Sharafat Afila, de faire une transition sur le troisième sujet qui fait l'actualité aussi. En marge du SIAM, le ministre de l'Agriculture a fait cette déclaration en disant que grosso modo, on devrait se diriger vers une campagne agricole autour de 41-42 millions de quintaux. C'est plus 13 ou plus 14% par rapport de mémoire, par rapport à l'an dernier. Mais certains sont interpellés en disant attention, on se dirige aussi vers une saison agricole extrêmement difficile, ce qui a pour effet direct chez nous l'impact pour les ménages sur les fruits, sur les légumes et aussi sur l'importation de céréales et de blé, sur la farine blanche, même si elle est subventionnée. Voilà, on se dirigerait vers une année difficile. Alors là, je peux dire que on se focalise toujours comme indicateur de l'efficacité, de la rentabilité de la saison agricole sur les quintaux qui sont produits en termes de blé. En contrepartie, nous sommes également battus les records en termes d'exportation de l'avocat, en termes d'exportation des tomates, en termes d'exportation également des fruits rouges. Alors, maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas opportun maintenant de s'orienter ou de changer le paradigme par rapport à certains choix de politique agricole ou de développement agricole? Même si on sait qu'on aura de l'arrivée massive d'eau avec une fois que les stations de dessalement d'eau de mer. Écoutez, les stations de dessalement, il faut pas présenter le dessalement pour le domaine agricole comme le Mehdi Montada. Je suis vraiment désolée. Le dessalement pour l'agricole est opportun, exactement, mais uniquement pour les pratiques ou pour les cultures qui sont à haute valeur ajoutée. On ne peut pas rentabiliser le mètre cube de l'eau dessalée à 5 à 8 dirhams, alors qu'on choisit des blés ou le choix des céréales. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut pas vraiment induire l'opinion. C'est-à-dire même si on aura plus d'eau demain, vous dites vous, il faut pas. Bien sûr, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on importe pour le Marocain? Le citoyen marocain, qu'est-ce qu'il en a besoin pour se nourrir chaque jour? Il aura besoin de pain, il aura besoin du blé, il aura besoin des lentilles, il aura besoin d'huile d'olive. Et de légumes, il aura besoin de pommes de terre, de tomates. Alors, les ingrédients principaux de l'assiette marocaine sont importés. Justement là-dessus. Alors qu'en d'autres pays, par exemple, il y a des avancées
technologiques et des avancées de recherche qui n'ont pas de pluie. Je porte par exemple l'Égypte ou la Jordanie, qui ont quand même pas une autosuffisance, mais qui ont réussi quand même à avoir une grande partie des besoins en termes du blé, en termes de céréales, par la production locale. En tout cas, maintenant, certains choix, il faut revoir. À mon avis, il faut revoir certains choix. Les choix de culture agricole. Principalement la filière de céréales pour pouvoir réduire la dépendance par rapport au marché. En tout cas, a priori, c'est pas du tout l'orientation que prend l'exécutif. C'est de maintenir en tout cas les cultures agricoles et parallèlement à ça, effectivement, on a les tensions sur les prix. Ça fait depuis 2022, 2023, 2024. Donc, est-ce que déjà vous, qui en plus avez été aux responsabilités, donc avez une connaissance parfaite, se dire voilà, quand on se dirige vers une année 2025 à 42 millions de quintaux de campagne agricole, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des fluctuations importantes encore sur le prix de la tomate, sur le prix de la pomme de terre, sur le prix de l'oignon, sur le prix de l'ail? On a vu que des fluctuations de l'inflation avec ce gouvernement. Depuis 2021 jusqu'à maintenant, les prix ont flambé d'une manière incroyable. Il y a même certains produits, certains légumes qui ont atteint des prix records. Je n'ai jamais vu à mon âge les pommes de terre à 20 dirhams, les tomates à 20 dirhams, alors qu'on est en plein. Vous dites à votre âge, mais vous êtes jeune, Sharafa Tafilel encore. Non, mais à mon âge, peut-être les générations qui vont venir vont voir pire, mais au moins pour moi, je pense que il y a certains choix qu'il faut revisiter, qu'il faut revoir, qu'il faut mettre à plat. Est-ce que vous faites partie de ceux qui inviteraient aussi les Marocains à dire voilà, si effectivement les prix sont élevés, ben il faut consommer moins. C'est-à-dire que plutôt d'acheter 2 kilos de tomates quand on a l'habitude d'acheter 2 kilos de tomates, c'est acheter 1 kilo de tomates, comme ça ne pas contribuer aussi à cette cherté des prix généralisée. Voilà, il y a ceux qui avancent et disent attention, quand on sait que c'est cher, eh ben il faut pas non plus acheter massivement parce que quelque part on contribue à l'inflation. Moi, j'étais au mois de février en Suisse, à Genève. J'étais en train de balader dans des supermarchés. J'ai vu l'avocat marocain à 1 franc 30. Ça veut dire aux alentours de 15 dirhams. Alors qu'il est là, il est vendu à 35 dirhams, voire même 40 dirhams. Donc là, juste pour répondre d'une manière un peu provocante par rapport à votre question, est-ce qu'il faut consommer moins? Le Marocain consomme d'une manière correcte. Non, du côté de la Comadère, on dit il faut consommer moins. Consommer moins de tomates, acheter moins de tomates. Ça fait partie de l'assiette, de la marmite de chaque famille modeste. Donc il y a des tomates, des oignons, des pommes de terre. Donc il faut s'attendre encore à des tensions sur les prix, vu que la campagne agricole ne devrait pas être. Tout dépend des choix que va adopter le gouvernement. Il va encourager encore une fois dans cette pratique d'exportation des légumes et des fruits, ce qui va pour avoir des devises en retour. C'est pour avoir des devises en retour. Bien sûr, parce qu'il y a une péréquation quand même qu'il faut sécuriser par rapport au prix. Mais au moins, il faut assurer un équilibre de telle sorte de ne pas impacter le panier des Marocains. Motion de censure, nouvelle stratégie, nouvelle feuille de route de l'emploi. Cherté des prix et potentiellement au vu de la campagne agricole qui devrait pas dépasser les 40 millions de quintaux. Autre question que je me dois de vous poser, Sharafa Tafilel, parce que vous êtes femme engagée en politique, c'est ce sujet Moudawana qui devrait s'inviter dans le débat au Parlement dans les prochaines semaines. Est-ce que là aussi, là-dessus, vous, à titre personnel et membre du bureau politique du PPS et le PPS dans son ensemble, c'est aussi une forte mobilisation du parti sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Nous sommes engagés dans une mobilisation au moment où les grands axes de cette réforme ont été dévoilés par le ministre de la Justice, également par le ministre des Affaires, si Ahmed Tawfiq. Nous attendons avec beaucoup d'impatience ce chantier, donc le projet de loi qui sera dévoilé dans les prochains jours, j'espère. Et j'espère qu'on ne va pas rater le moment. Il sera à la hauteur des attentes des Marocaines et à l'attente également de la Constitution. Parce qu'il faut oublier que cette loi, le Code de la famille, était en désaccord avec les dispositions constitutionnelles, de notamment la question de l'égalité. Il y avait un déphasage par rapport à la Constitution. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même une conscience qui s'installe au sein de la comité de drafting pour au moins refléter ce qui a été dévoilé et également aller vers la mise en œuvre de l'égalité tout d'abord, qui est dictée par la Constitution, et également promouvoir les rôles de femmes à l'instar Est-ce qu'il peut y avoir aussi majorité et opposition qui accordent leur violon, qui soient parfaitement d'accord et alignés sur ce qui pourrait advenir, en tout cas de la prochaine Moudawana? J'espère pour ce chantier-là des tensions politiques entre partis. J'espère pour ce chantier-là qu'il y aurait un consensus à l'instar de 2004.
à l'instar de 2004, malgré les divergences de la classe politique. Consensus, y compris avec le PJD. Y compris avec parce que le PJD quand même a voté pour le 2004. Donc il faut pas savoir, malgré la divergence, la bipolarité de la rue ou de la classe politique, il a voté pour parce que c'est le discours de la réforme a été prononcé par Sa Majesté lui-même. Donc c'était un signal fort comme quoi il faut que la classe politique se réunisse autour de ce chantier-là. Donc j'espère que c'est le cas. Et de dépasser certaines divergences et aller vers avancer les droits des femmes et avancer la constitution marocaine plutôt que de crier la zizanie et de crier la haine entre hommes et femmes. Donc on devrait avoir un débat autour de la Moudawana, un débat politique beaucoup plus apaisé que pour j'espère, c'est mon espoir, mais d'après ce que j'ai vécu pendant le moment où les grandes actions ont été dévoilées, je n'étais pas vraiment d'accord sur certains leaders politiques qui ont essayé de déformer, voire de défamer la portée de la réforme. Leaders comme qui? Je ne vais pas citer, il y en a plein. Ils se reconnaîtront. Exactement, ils se reconnaîtront. Merci infiniment, c'est toujours un plaisir. Merci. Sharafat Afila, je rappelle, ancienne ministre et déléguée en charge de l'eau, membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme, et expert spécialiste en matière de gestion ressources hydriques, c'est-à-dire clairement en matière de eau. L'eau dont on a nécessairement besoin. Merci à toi, Rachid. Merci et à très bientôt. C'est toujours de discuter avec toi. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.